et je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologiste, donc je suis biologiste, ou plutôt j'étais de mon vivant biologiste au CNRS, et ce que je vous propose, ce sont 3 cours de généralité un petit peu sur le monde des virus pour essayer de comprendre un petit peu votre environnement actuel et tout ce qu'on vous déverse, l'énorme quantité d'informations que vous avez, dont certaines doivent vous paraître un petit peu compliquées. Donc, c'est simplement ce point-là que je vais essayer de faire en 3 cours. Donc, le premier cours, ça sera une généralité sur le monde des virus. Le deuxième cours, ça sera d'où viennent en général ces épidémies, ces pandémies, et le troisième cours, comment elles disparaissent. J'espère que quand je serai au troisième cours, j'aurai des choses intéressantes dans l'actualité à vous raconter. Voilà, alors, donc, quelques éléments pour comprendre le monde des virus. Le premier cours, place des virus en microbiologie. Alors, le petit dessin qu'il y a en haut, je l'ai volé au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Et le dessin sur la droite, c'est l'image du coronavirus dont on parle tous les jours. Alors, maintenant, nous allons essayer. Alors, pour commencer, quelle définition trouve-t-on pour virus? Si on regarde le Larousse, on voit micro-organismes invisibles au microscope optique, traversent les filtres qui habituellement arrêtent les bactéries, possèdent un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN, et sont des parasites obligatoires de cellules eucaryotes et prokaryotes. Alors, déjà des gros mots, eucaryotes, c'est simple, c'est nos cellules, et prokaryotes, c'est les bactéries. Si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer. Voilà les définitions que l'on a. Alors, vraisemblablement, les virus et les bactéries sont des choses qui, pour vous, correspondent à des pathogènes et donc ne sont pas forcément très différents les uns des autres. C'est l'objet de ce que l'on appelle la microbiologie et donc voilà la manière dont on définit ces différents composants. Ce que l'on appelle une cellule animale, ce sont nos cellules, ce sont des objets qui sont de taille assez grosse. Là, l'échelle qui a été prise, c'est le micron. Le micron, c'est le millième de millimètre. La cellule, vos cellules sont sur le côté droit de l'écran. Et la particularité, c'est qu'elles sont limitées par une membrane et lipidique. Et à l'intérieur, elles possèdent des tas d'inclusions, elles-mêmes limitées par des membranes lipidiques. Et le plus gros de ces inclusions, c'est le noyau qui va contenir l'ADN, c'est-à-dire la mémoire génétique, notre hérédité. Les bactéries, que l'on appelle aussi des prokaryotes, c'est le deuxième schéma, c'est celui que vous avez au centre. Là, on est plus petit puisqu'on est beaucoup plus proche du micron et la structure ne possède pas d'organites, de compartiments internes, et en particulier, le matériel génétique est libre à l'intérieur de la cellule. Et le troisième dessin vous montre les virus vus au microscopie électronique. Là, c'est le coronavirus et la dimension est encore descendue d'un ordre de grandeur. Donc, vous voyez 10 à 100 microns, 1 à 10 microns, 0,1 micron et encore, c'est un gros virus. Alors, on a dit que les virus étaient définis par des objets qui traversent les filtres qui habituellement arrêtent les bactéries. Alors, Chamberlain, qui était un collaborateur de Pasteur, a développé une méthode de filtration sur porcelaine. Donc, vous voyez l'expérience ici sur la gauche dans le schéma. Vous avez un mélange ici de bactéries et de virus que l'on met sur ce filtre de porcelaine ici. On a en dessous un flacon stérile et on tire par le vide ici et on va observer que les bactéries restent dessus et les virus vont passer à travers. Alors, historiquement, le premier qui a mis en évidence les virus, c'est un Russe qui s'appelle Ivanovski, puis ensuite un Hollandais qui s'appelle Beijerinck.
Ces auteurs ont travaillé sur une maladie du tabac qu'on appelle la mosaïque du tabac, et ils se sont aperçus que s'ils broyaient des feuilles de tabac infectées et qu'ils récoltaient le jus, s'ils mettaient le jus sur ce filtre de Chamberland et qui filtrait, le liquide qui passait à travers conservait le pouvoir infectieux. Donc, un agent plus petit qu'une bactérie porte le pouvoir infectieux, et Beijerinck a noté virus, cet agent infectieux. Alors, nous allons maintenant essayer de voir les différentes formes, la variété de ce que peut prendre les virus. Donc, vous avez différentes images. Alors, l'échelle indiquée, c'est le micron, c'est-à-dire ça va de là à là. Donc, vous voyez qu'on est très largement inférieur au micron. Vous avez en haut des gros virus, en particulier le virus de la vaccine, le virus de la variole. Vous avez ensuite le virus de la rougeole, puis le virus de l'herpès. Vous avez ici quelque chose qui semble un objet de science-fiction. Ce sont des virus de bactéries que l'on appelle des bactériophages, ici et là, dans la rangée du milieu. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Puis nous avons le virus de la grippe qui est ici, les adénovirus qui sont des agents de maladies humaines, le picornavirus qui va correspondre à la poliomyélite et le virus du mosaïque du tabac. Donc vous voyez une première caractéristique, des formes extrêmement variées, des tailles extrêmement variées. Alors, comment tout ça tout ça. Alors, juste là, une petite parenthèse, quelque chose que je ne reprendrai pas dans la suite du cours. C'est comme d'habitude en biologie, il y a toujours des exceptions. Et voici cette image vous présente un virus énorme qu'on appelle mimivirus, non pas parce qu'il est mignon, mais parce que les auteurs l'ont ainsi baptisé. Et les auteurs, c'est le fameux Didier Raoult dont on a beaucoup parlé. Donc vous voyez, Didier Raoult a raconté beaucoup de bêtises et s'est rendu très célèbre, mais disons que comme scientifique, c'est quelqu'un d'assez important qui a effectué des travaux importants, dont la mise en évidence de ce virus, qui est un virus d'amibe, c'est-à-dire de protozoaires, qui est quelque chose qui est un peu intermédiaire entre un virus et une bactérie. Alors, effectivement, si on revient à la microbiologie, vous associez aux notions de virus et aux notions de bactéries tout un tas de pathologies humaines. Et simplement pour bien placer chacun dans son coin, si vous regardez dans les maladies virales, vous allez avoir la varicelle, la grippe, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la variole, qui sont tous à transmission aérienne. Vous allez avoir par transmission par contact le sida, l'herpès, la mononucléose, les hépatites B et les hépatites C, la gastroentérite, ensuite donc ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des virus qui sont transmis par des animaux, Ebola, transmis par des singes, et la rage, transmis par des chiens. Ça, ce sont les maladies virales. Les maladies bactériennes ont aussi mauvaise réputation. Dans celles à transmission aérienne, vous trouvez la pneumonie, certaines pneumonies, la diphtérie, la légionellose, certaines méningites, la tuberculose, la coqueluche. Dans la transmission par contact, la gangrène, les gonorrhées, la syphilis. Dans les transmissions par animaux, la peste qui est transmise par des puces, ou la maladie de Lyme qui est transmise par des tiques. Et puis, ce qui peut être transmis par la nourriture ou la boisson, le botulisme, la salmonellose et le choléra. Donc, ce n'est pas mieux. Des deux côtés, on a vraiment des ennemis qui sont des ennemis puissants. La seule différence, c'est que les bactéries, on a développé les antibiotiques qui permettent de venir à bout de la plupart de ces bactéries, alors que du côté virus, la diversité, et ça va faire partie du contenu de ce cours, fait qu'il n'y a pas de bonne thérapeutique, de bons traitements pour traiter les maladies virales, la vaccination étant encore la meilleure ouverture que l'on ait à l'heure actuelle. Alors, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est qu'un virus,
comment est-ce que l'on classe, comment est-ce que sont répartis ces différents virus. Alors, les virus les plus simples, comme celui de la mosaïque du tabac, ne comportent que deux éléments. Donc, le virus de la mosaïque du tabac, c'est celui qui est à gauche ici sur ce schéma. Et donc, l'élément principal, c'est une mémoire génétique, c'est un acide nucléique. Et cet acide nucléique est entouré de protéines qui forment ce qu'on appelle la capside, une espèce de coque qui donne au virus une certaine résistance mécanique telle qu'on puisse cristalliser ce type de virus. Et Wendell Stanley a obtenu le prix Nobel en 1946 pour avoir cristallisé le virus de la mosaïque du tabac. Donc ça, c'est un virus qui se manipule à peu près comme le sel de votre cuisine, en définitive. Et puis de l'autre côté, et très nombreux sont les virus animaux qui possèdent cette structure-là, à la capside est entourée par une membrane lipidique dans laquelle on trouve certaines spicules, spike ici en anglais. Alors, je suis désolé, mais la plupart des données que je vais présenter seront avec des annotations en anglais. J'essaierai de le traduire. Si jamais j'en oublie, vous irez bien m'excuser ou me le signaler pour que je vous effectue la traduction. Donc, spike, spicule, ça me semble correct. Et le fait que ces virus, et donc le coronavirus fait partie de ceux-là, avec une membrane lipidique autour, membrane lipidique analogue, très similaire à la membrane qui entoure nos cellules. C'est donc quelque chose qui est lipidique et donc qui n'aime pas les détergents. Et si vous utilisez le gel pour vous protéger du coronavirus, c'est que un peu de détergent suffit pour faire sauter cette membrane. Et à ce moment-là, ce virus conserve sa capside et devient complètement inactif. Alors, on a dit dans la définition de Larousse que les virus possèdent un seul acide nucléique, un ADN ou un ARN. Alors, dans nos cellules, le matériel génétique est stocké dans le noyau. Donc, le noyau, c'est cette grande sphère violette ici, dans lequel le matériel génétique est ici stocké sous forme de cet ADN, dont vous avez sûrement entendu parler, double brin. Donc, vous voyez l'agencement en double brin. Donc là sont stockés tous les gènes de l'organisme. Toutes les cellules ont le même équipement. Toutes ont le même équipement. Toutes n'ont pas les mêmes besoins. Donc, en définitive, la cellule va utiliser l'ADN comme une banque de laquelle elle va extraire un certain nombre de gènes et un certain nombre de protéines. Alors, pour faire ça, eh bien, il y a une enzyme particulière qu'on appelle l'ARN polymérase ADN dépendante qui va ouvrir la double hélice, qui va lire une partie de cet ADN, fabriquer un ARN qui est à peu près la même chose qu'un ADN. C'est un patois local qui permet d'avoir quelque chose d'un peu différent et des structures différentes. Donc cet ARN que vous voyez ensuite va sortir du noyau et aller dans le cytoplasme. Donc il va porter le message de ce gène et pour ça, disons, on l'a baptisé ARN messager et ça a été fait par François Gros, François Jacob et Jacques Monod. Donc les Français ont joué un rôle important à ce niveau-là. Donc une fois que l'ARN messager est à l'intérieur du cytoplasme, il va être traduit, c'est-à-dire que la séquence va être transformée en une séquence d'acides aminés au niveau de structures composées de protéines et d'ARN. Cette structure, vous la voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'ARN, le ribosome, et le ribosome va associer à la séquence ici des acides aminés qui vont être enchaînés, et cet enchaînement qui va former une protéine, et de telle sorte que le dogme de la biologie moléculaire, c'est un gène, une protéine. Et donc les virus vont posséder soit un ADN qui sera soit en simple brin, soit en double brin, soit un ARN
soit en simple brin, soit en double brin. Alors, voyons maintenant un peu plus comment on classe les différents virus. Cette classification, elle s'appuie sur la nature de leur acide nucléique, simple ARN, ADN, simple brin, double brin, sur leur forme et sur leur hôte. Par exemple, ici, dans cette figure, on voit ici en haut ce qui s'appelle dsDNA, double stranded, c'est-à-dire double brin, ADN double brin, et on retrouve le virus de la variole ici, ou le virus de l'herpès ici, et donc aussi d'autres qui sont en simple brin, dont ce parvovirus, qui est un virus qui peut être pathologique pour l'homme. Beaucoup de ces virus sont des virus à ARN qui sont à simple brin, ici des deux côtés, comme par exemple le virus de la rage, ici, le virus de l'Ebola, filovirus, ici, le coronavirus, j'allais dire notre virus, ou le virus de la polio qui est ici. Et donc, certains sont en double brin, comme par exemple les rotavirus, qui sont aussi des virus pathologiques pour l'homme. Et ici, tout à fait à part, quelque chose qui est le virus du sida, dont nous aurons l'occasion de parler un peu plus tard. Donc, le virus qui nous occupe actuellement, le SARS coronavirus 2, est un virus enveloppé avec une membrane lipidique à ARN appartenant au coronaviridé. Donc là, maintenant, vous pouvez briller dans les salons, vous savez quel est le nom de notre ennemi. Alors, quelque chose qui est un peu surprenant. Quelle est l'abondance des virus? Eh bien, en fait, il faut savoir que toutes les cellules sont des cibles pour les virus, que ce soit des cellules animales, des cellules végétales, des cellules microbiennes. Et donc, il y a une abondance et une diversité absolument énorme de virus. Quelques chiffres pour vous mettre dans cette réalité. 1 litre d'eau de mer, l'eau de mer dans laquelle vous vous baignez en disant qu'elle est bonne, qu'elle est pure, etc. 1 litre d'eau de mer contient 10 milliards de virus. 10 milliards de virus. 1 gramme de la terre de votre jardin, 1 milliard de virus. On a fait le calcul que si on additionne tous les virus présents dans les océans à l'heure actuelle, on a un chiffre faramineux, 10 puissance 30, ce qui ne vous dit pas grand-chose, mais on a fait le calcul, je l'ai vérifié, la quantité totale des virus des océans est telle que ces virus, dont je vous rappelle qu'ils font une toute petite fraction de micron, mis bout à bout, couvriraient une distance supérieure au diamètre du système solaire. Donc quelque chose d'absolument faramineux. Ce n'est pas les virus qui font intrusion dans notre monde, c'est nous qui sommes présents dans un monde énorme, un monde d'une complexité et d'une diversité, d'une abondance extraordinaire. Alors, dans cette abondance, effectivement, on en a répertorié 200 000, mais vraisemblablement, on est très, très loin du compte. Et ça, c'était sensible. Il y a quelques années, un scientifique qui est un ami a fait une expédition patronnée par le CNRS, l'expédition Tara. Dans un voilier, ils se sont promenés dans différentes mers et différents océans et à l'aide de dispositifs très scientifiques, ils ont fait des prélèvements entre la surface et 100 mètres de profondeur et ils ont analysé tout ce qu'ils trouvaient à l'intérieur en termes de petits éléments et en allant jusqu'au virus. Et dans les virus qu'ils ont observés, la majeure partie étaient des virus qui étaient inconnus. Donc, un monde énorme. Et ce monde, eh bien, nous en avons une image. Nous, chez l'homme, nous avons 10 000 milliards de cellules. Il faut déjà savoir qu'on a 10 fois plus de bactéries. Ces bactéries forment ce que l'on appelle maintenant le microbiote, qu'on appelait dans le temps la flore intestinale. Et dans l'intestin, nous avons pas loin de 2 kg de bactéries. Donc, quelque chose d'absolument énorme.
eh ben, même ces chiffres énormes ne sont pas grands par rapport au nombre de virus qui nous fréquentent. On considère qu'on a 100 fois plus de virus que nous avons de cellules. Alors évidemment, vous vous rendez bien compte que tous les virus que nous avons à l'intérieur de notre corps ne sont pas des pathogènes, hein. Donc déjà, ça nous relativise la toxicité des virus. À la naissance, dans les premières selles, on a peu ou pas de virus, mais après une semaine, on trouve 100 millions de virus par gramme de sel, et la plupart étant des virus des bactéries intestinales. Donc, quand on prend conscience de ces chiffres, on se dit que les virus doivent jouer un rôle bien particulier et soit ils sont neutres par rapport à nous, mais ils peuvent difficilement être neutres. Il doit y avoir des effets bénéfiques des virus autant que les effets pathogènes qui sont ceux qui nous préoccupent actuellement. Alors, je vais dire quelques mots des virus, des bactéries. Je l'ai montré tout à l'heure, cette espèce d'engin de science-fiction, donc les bactériophages. Et vous voyez ici un bactériophage. Alors, ce n'est pas un virus enveloppé. Le virus, ici, a cette tête qui comporte un ADN, c'est la capside dont nous avons parlé, et à ça s'ajoute ici une queue et ces espèces d'antennes. Et ce que va faire ce virus, c'est qu'il va se poser sur une bactérie, ce train d'atterrissage va rentrer, le virus va contacter la paroi de la bactérie et comme une seringue, il va injecter son ADN à l'intérieur de la structure. La structure va rester à l'extérieur, mais l'ADN va rentrer à l'intérieur. C'est quelque chose d'absolument fantastique, la sophistication de ces virus de bactéries. Alors, ces virus ont été mis en évidence par Félix Derel, un chercheur canadien qui travaillait à l'Institut Pasteur en 1917. Donc, Félix Derel, quand il s'est rendu compte que ces virus étaient capables de tuer les bactéries, a, dans l'esprit pastorien, proposé leur utilisation dans la lutte antibactérienne, et j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, il faut savoir que les bactéries, donc, elles souffrent des virus autant que nous, et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les bactéries possèdent des systèmes de défense qui ressemblent à notre immunité. Nous verrons dans le troisième cours que nous avons une immunité innée, quelque chose qui réagit quel que soit l'agresseur quand il est microbiologiste, et une immunité acquise, qui est celle qui se développe après une première agression. Eh bien, chez les bactéries, il existe une immunité innée, c'est composé de protéines qu'on appelle les enzymes de restriction, qui vont se précipiter sur l'ADN de virus et les couper à des endroits bien déterminés, spécifiques des virus. Et ça a été une découverte fantastique. C'est la première découverte qui a permis à la biologie moléculaire de devenir la biotechnologie, parce que ça a permis de manipuler les ADN. Donc ça, ce sont les enzymes de restriction. Et ensuite, il y a une immunité acquise, c'est-à-dire que si un virus rentre dans une bactérie et si cette bactérie survit, alors elle garde la mémoire de l'ADN de son agresseur et elle va développer un système qui lui permettra de découper l'ADN de son agresseur. Et c'est ce qu'on appelle le système CRISPR-Cas9 qui a valu le prix Nobel de chimie cette année à Jennifer Doudna et à la française Emmanuelle Charpentier. Donc vous voyez, l'agression des virus n'est pas limitée à nos cellules et de la même manière que nous avons développé des systèmes extrêmement sophistiqués d'immunité qui nous permettent de nous défendre contre les agressions virales, de la même manière, les bactéries ont développé des choses qui leur permettent de répondre à ces types d'agressions. Alors, simplement, donc, comment fait-on pour pouvoir repérer, identifier, compter les virus? Alors, je vais simplement donner une méthode historique qui a participé au développement de la biologie moléculaire, qui permet de travailler sur les bactériophages, donc sur les virus des bactéries. Alors, pour faire ça, on prend
une boîte de pétri, c'est cette boîte que vous voyez là, et sur cette boîte de pétri, on fait une culture de bactéries. Les bactéries vont rester à la surface de cette boîte qui contient les nutriments nécessaires au développement des bactéries, et les bactéries sont heureuses, et bientôt, elles vont couvrir toute la surface de la boîte d'une espèce de moquette absolument continue. À ce moment-là, l'expérimentateur va laisser tomber une goutte d'une solution diluée de bactériophages, et à chaque bactériophage va correspondre l'infection d'une bactérie, puis ça va diffuser, et on va avoir des trous dans la moquette, on va avoir des plages qu'on va voir ici, et en comptant le nombre de trous, le nombre de plages, on a une idée du nombre de virus qu'il y avait dans la solution initiale, et on peut, comme ça, pouvoir doser des solutions de bactériophages, des solutions de virus. Actuellement, on procède différemment. C'est le développement de technologies extrêmement développées qui se sont appliquées au séquençage en masse. Ce que l'on fait, c'est que si vous voulez savoir le nombre de virus que vous avez dans un liquide donné, on effectue une filtration qui va être correspondante à ce que faisait au départ Chamberlain. Et puis, donc, on va récolter ici un certain matériel, on va le traiter chimiquement de manière à ne garder que les acides nucléiques, ADN et ARN. On va se débrouiller par séparer ARN et ADN. On va transformer les ARN en ADN. Et une fois qu'on a des ADN, eh bien, on va le passer dans des machines infernales qu'on appelle des plateformes qui vont donner la séquence des fragments d'ADN qui sont présents dans l'extrait que l'on va donner. Alors, ces plateformes sont héritées de celles qui ont permis de faire le séquençage du génome humain. Il faut savoir l'exploit que représente le séquençage du génome humain. L'ADN, c'est donc une séquence de paires de bases, et donc dans l'ADN humain, on a 3 milliards de paires de bases. Et donc, c'est des signaux ATGC dont vous avez entendu parler. Il s'agit de lire les 3 milliards de paires de bases, et donc le système est maintenant largement automatisé. On peut prendre le matériel provenant de virus, le mettre dans ces machines, et à ce moment-là, on sort des séquences, et de ces séquences, on va les comparer aux séquences que l'on connaît, et disons que sur la fréquence, on observe que très peu souvent, on observe des séquences qui sont connues, souvent des séquences qui sont avec des variations par rapport aux séquences connues, ce qui implique soit des mutations ou soit des parentés, des filiations, et dans la plupart du temps, des séquences inconnues. On n'arrête pas de trouver de nouvelles séquences de virus. Et vous verrez dans la suite du cours que, par exemple, le coronavirus, quand il va sortir d'une personne qui a été infectée, il va avoir des séquences qui vont être différentes. Il faudra le reséquencer et voir à chaque fois trouver de nouvelles séquences de virus. Donc, un matériel absolument énorme. Alors, les biologistes, donc maintenant qu'ils ont ces outils absolument extraordinaires, l'ont appliqué pour classifier tout le vivant. C'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, ce qu'on dit, c'est que toutes les cellules que nous avons doivent avoir un ADN, des protéines, et avoir le dispositif dont j'ai parlé, et en particulier ce que j'ai appelé des ribosomes, qui sont les usines qui vont transformer l'ARN messager en protéines. Le ribosome est constitué de protéines et d'ARN, et on peut regarder les ARN de tous les êtres vivants et en comparant toutes les séquences, établir une généalogie, et c'est ce qui est présenté ici dans ce schéma. Donc, c'est un arbre généalogique de l'ensemble du vivant, et en prenant comme base les séquences de l'ARN ribosomal. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut regrouper tous ces ARN en 3 ensembles. Alors, dans ces ensembles,
Ici sont les bactéries. Ici sont des bactéries dont on a vu qu'elles différaient de celles-là, qu'on a appelées des archébactéries, des anciennes bactéries qui ont des caractéristiques totalement différentes et qui se regroupent par leur généalogie. Et toutes les autres cellules, qu'elles soient animales ou végétales, sont ici. Donc l'homme n'est même pas présent. Ici, vous avez les plantes terrestres. Ici, vous avez les animaux. Et ici, je n'arrive pas à lire les champignons. Donc vous voyez quelque chose d'absolument énorme dans lequel nous tenons une place absolument minuscule et dans lequel on ne trouve pas les virus. Donc, les virus, on ne sait pas les placer dans l'arbre de vie. On ne peut pas les faire rentrer dans cette classification. Donc, un certain nombre de questions. Les virus sont-ils vivants? Alors là, je voudrais en profiter pour vous raconter une anecdote personnelle. Au cours de mes études, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de biologie Jacques Monod, qui n'était pas prix Nobel à l'époque, qui faisait un cours au boulevard Raspail. Et je me souviens de ce cours sur les virus, parce que dans ce cours qui a duré 2 heures, les 2 heures ont été pour essayer de répondre à cette question, les virus sont-ils vivants, oui ou non? Et avec mes camarades, on est sortis très interloqués parce qu'il n'y avait pas de réponse. Et on n'en a toujours pas plus de 50 ans plus tard. Et il y a encore des gens à l'Institut Pasteur, comme Patrick Forter, qui travaillent sur cette question de savoir comment on doit placer les virus par rapport aux vivants et quel rôle ils jouent dans l'évolution. Donc voilà la première partie de ce que je voulais vous présenter. Je crois qu'à ce stade, nous pouvons peut-être faire une respiration et je me propose de répondre à vos questions si notre charmante meneuse de jeu vous permet de vous exprimer. Voilà. Jean-Pierre, est-ce que tu peux peut-être quitter le partage d'écran Oui, bien pour qu'on sûr, puisse voir les gens? bien sûr, si j'y Alors, arrive. j'ai éteint tous les micros, donc il faut réactiver vos micros. Voilà. Donc j'ai survécu. Je suis là et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, je suis désolé parce que je vous ai asséné un certain nombre de vérités Non, c'était. qui doivent être des évidences pour ceux qui sont biologistes ou des mondes complètement inconnus pour ceux qui ne sont loin de cette science. Alors, il y a eu une question qui est venue sur la petite fiche qui s'appelle Converser, qui permet de dire des choses Oui, silencieusement. Et il y oui. a Gérard Ferrer qui a demandé si tous les virus étaient pathogènes, mais je pense que tu as répondu à cette question. Alors, bien sûr, j'ai Voilà. répondu à cette question de loin. J'ai même été jusqu'à proférer une chose absolument étonnante que je justifierai dans la suite de ce cours. Certains virus nous sont bénéfiques, en tout cas, nous utilisons certains virus pour faire de la médecine. Donc non, le monde des virus est absolument énorme et ce n'est qu'une toute petite partie de ce monde de virus qui contient des pathogènes. Jean-Pierre, est-ce que l'on peut trouver un site où se trouve cette matinée de conférence? Ah, quelles sont mes sources? Ou bien est-ce qu'il y a un site qui, qui donne la même conférence? Qui pose la question? C'est Philippe Schuller. Ah, Philippe, je vous envoie le lien demain qui vous permettra d'accéder à cette conférence Ah, merci beaucoup. et de l'enregistrer si vous voulez. Et, Je vais et répondre quand même. Je vais répondre à la question de mes oui, sources. j'ajoute juste quelque chose. Le lien ne fonctionnera que jusqu'à lundi. Ah, Voilà. d'accord. Oui, Alors, Jean-Pierre. je vais citer un peu mes sources parce qu'effectivement, des affirmations comme la présence de milliards de virus dans chaque litre d'eau de mer, ça vous gêne un petit peu pour prendre le prochain bain de mer. Donc, vous aimeriez savoir si je suis sérieux ou bien si je vous raconte des histoires. Alors, euh, la manière dont je procède, hein, quand j'établis ces cours, je les établis en général sur la base de bouquins américains qui sont, il faut le reconnaître, nettement supérieurs aux bouquins français offerts aux étudiants.
Donc, j'utilise un bouquin qui est un bouquin de microbiologie dont je pourrais vous montrer la couverture, qui fait 1000 pages et qui est peut-être un peu gros pour ce qui vous intéresse. Hein. Microbiologie de Prescott. Mais ensuite, je prends toujours l'actualité. Chaque jour, les deux grands journaux scientifiques, Science et Nature, ont des nouvelles du jour dans lesquelles je pique des choses qui renvoient à des articles scientifiques. Et puis, j'effectue depuis longtemps des bibliographies et j'ai directement un certain nombre de références bibliographiques à ma disposition. Donc, si vous avez des questions sur des choses particulières, je pourrais vous donner les références correspondantes qui, pour la plupart, sont en anglais, malheureusement. Hein. Alors, j'ai intoxiqué la plupart des auditeurs qui n'ont pas de questions, parce que je ne peux pas croire que ça soit si simple que ça d'absorber tout ce que je viens de vous dire. Jean-Pierre, tu nous enverras le lien? Non, c'est Elisabeth. C'est moi qui vais vous envoyer le lien ce soir ou demain. Et je répète, il ne sera actif que jusqu'à lundi. Parce que mardi, je dois enregistrer la philo. Voilà. Merci, merci. Donc peut-être. Oui, monsieur André Salmon, oui, monsieur Henry, je comprends que vous soyez étonné quand vous ne posez pas plus de questions. Pour moi, personnellement, j'ai fait un cours avec monsieur Lecam sur les virus. J'ai même participé modestement à un petit opuscule de 36 pages là-dessus. Et c'est sûr que si on n'a pas déjà une formation sur les virus, je comprends que tout le monde ne puisse pas tout intégrer en même temps. C'est pas possible. C'est l'avantage de l'enregistrer et j'engage vivement les gens à travailler après. Non, certainement, certainement. Hein. Donc, si vous voulez, l'objet de ce cours, le but de ce cours, c'est simplement d'essayer de vous expliquer comment ça fonctionne et surtout de vous montrer la diversité et donc que le mot virus recouvre quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large et beaucoup plus important que l'épidémie qui nous affecte actuellement. Je suis d'accord. Voilà, eh bien, si on aura une autre interruption un peu plus tard. Oui, mais... monsieur, oui. Est-ce que je peux parler ou je ne suis pas entendu? Je vous en prie. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de traitement pour les virus, seul pouvait intervenir le vaccin, seul pouvait corriger le vaccin. Pourquoi n'y a-t-il pas de traitement? Pourquoi n'y a-t-il pas de médicaments, enfin de traitement contre les virus pathogènes? Alors, donc ça, on aura l'occasion d'y revenir assez longuement, mais si vous voulez, chez les bactéries, c'est un monde qui est suffisamment homogène. Il y a des choses qui sont communes. Il y a des choses qui sont communes aux différentes bactéries, qui sont différentes de nos cellules. Et donc, les antibiotiques sont faits pour agir à ce niveau-là, parce qu'il y a suffisamment de cibles communes que l'on peut, sur lesquelles on peut travailler. Et donc, les antibiotiques, par exemple, la pénicilline, empêcher la division des bactéries dans le stade où elles doivent refaire leur membrane et leur protection extérieure. Dans le monde des virus, c'est beaucoup plus compliqué, puisque, disons, chaque virus a à peu près sa recette personnelle. Et donc, à ce moment-là, à chaque fois, ce sont des cibles nouvelles que l'on doit traiter pour trouver des médicaments. Alors, nous verrons dans la suite et même dans le cours d'aujourd'hui qu'effectivement, il y a des endroits que l'on cible et sur lesquels on essaie de développer des médicaments. Mais c'est beaucoup plus compliqué à cause de cette diversité de ce monde des virus. Merci. Alors, je suis prof de lettres, je vous suis depuis 3 ans. Merci beaucoup. Bon, on avance? Oui, on avance. oui, oui. Bon, alors, je reprends
mon écran, mon partage d'écran, et je vais aborder maintenant justement qu'on a un peu défini les virus et voir le monde que ça représente. On va s'intéresser à la manière dont le virus vit, de la manière dont il cohabite, dont il parasite, les trucs qu'il utilise pour travailler avec les cellules, comment il arrive à survivre. Donc, le point déterminant là-dedans, les virus sont des parasites intracellulaires. Quand vous utilisez le mot parasite pour vous, ça peut être des vers qui sont dans votre intestin ou n'importe quoi. Là, on est dans une échelle où les bactéries qui peuvent être n'importe où. Là, on est dans une échelle telle que le virus ne peut survivre et se reproduire que s'il rentre à l'intérieur d'une cellule. Et nous allons voir pourquoi dans la suite des opérations. Donc, virus et cellule, la première étape, il doit rentrer dans une cellule. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Alors, ici, c'est quelque chose que je vais vous présenter, une expérience que je vais vous présenter qui a été faite avec le virus de la grippe, virus de l'influenza. Donc, le virus a été marqué en fluorescence, c'est-à-dire que c'est ce petit point rouge que vous voyez sur cette ligne supérieure, que vous voyez, que vous définissez relativement mal. Le virus, il est ici sur le schéma. Ici, au départ, il est à l'extérieur de la cellule. Et il va rentrer à l'intérieur de la cellule, qui est ici en jaune, et il va rentrer grâce à ces structures qui sont ici, qui sont marquées ici en vert. Et à un moment, le vert et le jaune vont se superposer. Ça suppose qu'on est dans ce stade-là, on est à l'intérieur de la cellule, puis on rentre ici. Et donc, c'est l'endroit où la fluorescence ne possède plus qu'une seule tache, qui est une tache jaune, qui correspond à l'intériorisation, l'internalisation du virus, la superposition du rouge et du vert. Alors, le voilà, l'expérience montrée ici directement. Donc, voilà le virus que vous avez ici. Vous voyez que là, il est rouge. Là, il devient jaune. Là, il est jaune, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la structure et hop, il est rentré à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est clair que le virus rentre à l'intérieur de la cellule et on peut suivre avec des méthodes assez sophistiquées de biologie cellulaire ce phénomène de transport. Une fois que le virus va être à l'intérieur, bien évidemment, le composant principal, c'est son matériel génétique, ARN ou ADN. Donc, le fait que le virus rentre à l'intérieur de la cellule signifie que le matériel génétique du virus va passer dans la cellule. Donc, on a dans la cellule, d'une part, l'ADN et les ARN de la cellule, et d'autre part, l'ADN ou ARN du virus. Mais il faut savoir que la cellule a un ADN qui est quelque chose d'énorme, 3 milliards de bases, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on on déplie l'ADN qui est dans le noyau, si on le déplie, on a quelque chose qui fait 1 mètre de long. Donc vous voyez, 1 mètre de long tient à l'intérieur d'une cellule et tient même à l'intérieur du noyau. Donc quelque chose d'absolument énorme. Et en face, le coronavirus, lui, ne fait que 30 000 composants. Donc ça, il y a une différence énorme entre les deux. On a très très peu de matériel génétique viral en présence de quantités énormes de matériel d'origine cellulaire. Mais malgré tout, on peut arriver à détecter le matériel viral en présence de cet excès de matériel cellulaire avec la fameuse PCR, Polymerase Chain Reaction. Et ça, vous en entendez parler tous les jours. Pour savoir si vous êtes atteint ou pas, on va prélever un peu de vos cellules et on va appliquer cette technique. Alors, simplement en un mot, quel est le miracle que l'on fait avec ça? C'est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que si j'ai très très peu d'un matériel génétique et le coronavirus c'est un ARN, on l'a transformé en ADN et l'ADN s'est mis en double brin. Donc on a très très peu ici d'ADN et
on ne sait pas si c'est l'ADN viral, tellement il y en a peu. Alors, ce que l'on fait ici, on a une double hélice, on va chauffer, les deux brins de l'hélice vont se séparer. Comme on sait ce que c'est que l'ADN du virus, on a fabriqué une toute petite ADN qui va se mettre en face de celui-ci, et avec un enzyme, on va boucher le trou qu'on va avoir ici. Donc, à ce stade-là, on va avoir 2 fois la quantité de l'ADN que l'on avait ici. On a doublé la quantité d'ADN. Puis ici, on va chauffer, on va séparer le brin vert du brin rouge, et on va recommencer la même opération, on va reboucher le trou, et vous voyez, c'est ce qu'on appelle une progression géométrique. On va multiplier à chaque fois par 2 la quantité d'ADN du virus jusqu'à en avoir des quantités suffisantes pour pouvoir faire une séquence, pour pouvoir être sûr que l'on a l'ADN du virus. Donc voilà, c'est comme ça que l'on peut repérer de l'ADN viral minoritaire au milieu de l'ADN cellulaire. Alors, qu'est-ce que fait cet ADN ou cet ARN à l'intérieur du virus? Alors ça, c'est un schéma général, hein, ce n'est pas le cas du coronavirus. Le schéma même laisse supposer que c'est un virus comme la mosaïque du tabac, vous voyez, sans la membrane ici externe. Donc le virus va s'attacher sur une cellule hôte. Une fois qu'il est attaché sur la cellule hôte, il va injecter son programme, ce qu'on a vu, ce qu'on voit ici, et ce programme va diriger la synthèse des composants du virus. Le virus est composé d'acide nucléique et de protéines. Donc, le virus a une instruction, et cette instruction, il la donne à la machinerie cellulaire. C'est la machinerie cellulaire qui est en train de se suicider, en quelque sorte, qui fabrique les protéines et l'ADN ou l'ARN du virus. L'ensemble va être synthétisé par la cellule. Donc, vous voyez que là, on est sur parasite intracellulaire obligatoire. Le virus doit trouver une cellule qui va travailler pour lui. Il va assembler les composants à l'intérieur de la cellule. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que ces composants qui sont fabriqués dans le désordre ici sont tels qui vont s'auto-assembler et faire une nouvelle particule virale qui va être relâchée avec soit lisse de la cellule, soit relâchée à l'extérieur. Et donc, à l'extérieur, on va relâcher un certain nombre de virus. Le virus s'est propagé, a augmenté. Il va aller maintenant sur une autre cellule sur laquelle il va faire la même chose. Donc, voilà ce qui se passe. Et c'est comme ça que notre coronavirus procède à l'intérieur chez nous. Alors, simplement, parce que j'y reviendrai en détail, je ne veux pas insister, ici, vous l'avez avec ces spicules à l'extérieur. Ça, c'est la cellule de l'épithélium pulmonaire. Vous voyez, il va reconnaître un récepteur ici, il va se fixer, il va envoyer son matériel à l'intérieur, la machinerie va travailler, on va refabriquer du virus et il va ressortir à l'extérieur. Alors, le seul point que je veux faire ici, c'est ce qui a été extraordinaire, c'est la rapidité avec laquelle les chercheurs ont obtenu les données sur ce cycle viral-là. Dès janvier, les chercheurs se sont mis au travail. Ils ont obtenu la séquence de cet ARN, je crois que c'est le 11 janvier ou quelque chose comme ça. Enfin, dans le courant de cet exposé, on aura la date précise. Et puis ensuite, ils ont utilisé la parenté avec le virus, le premier virus, SARS-coronavirus 1, et de telle sorte qu'ils ont pu avancer extrêmement rapidement et trouver que le récepteur, c'était le même que celui du précédent. Et donc, tout ça est paru extrêmement rapidement. Les chercheurs ont bénéficié de la précédente épidémie, de la précédente pandémie, mais ils ont été extrêmement rapides dans leur progression sur le plan scientifique. Il faut savoir que tout ça, c'est des étapes qui, en général, demandent énormément de travail. Alors, nous avons vu que le virus a besoin de rentrer à l'intérieur d'une cellule. Il utilise la cellule pour fabriquer ses éléments. Et pour fabriquer ces éléments,
il faut de l'énergie. Pour fabriquer une protéine, pour faire fonctionner ce dispositif, transformer le DNA en RNA, pour transformer le RNA en protéine, ce sont des opérations qui sont de synthèse chimique qui nécessitent de l'énergie. Donc, il faut de l'énergie et chacune de nos cellules est une petite usine qui fabrique de l'énergie. Cette énergie, la cellule utilise comme un élément ce qu'on appelle l'ATP, cette molécule-là, adényl triphosphate, adénosine triphosphate, qui est, disons, un peu l'énergie chimique qui est utilisée dans toutes les réactions que va utiliser l'organisme. Et cette molécule, chacune de nos cellules sait la fabriquer en utilisant le glucose que nous envoie notre digestion et l'oxygène moléculaire. Les deux sont combinés dans ces structures qu'on appelle les mitochondries, où on brûle le glucose, on va faire du gaz carbonique et de l'eau, et au lieu de produire bêtement de la chaleur, on va fabriquer cette molécule ATP qui va être utilisée pour la suite de la vie de la cellule. Donc vous voyez, on a ici quelque chose qui est une véritable usine extrêmement sophistiquée qui fabrique de l'énergie. Et un virus, c'est quelque chose qui n'a pas d'énergie, qui ne sait pas fabriquer d'énergie. Un virus, j'ai dit tout à l'heure que c'était comme le chlorure de sodium que vous avez dans votre cuisine, c'est complètement inerte tant que ça ne trouve pas une cellule. Tant que ça ne trouve pas une cellule, ça ne peut rien faire et il faut que ça rentre à l'intérieur d'une cellule pour bénéficier de l'énergie cellulaire, de l'ATP cellulaire et de l'organisation, du fonctionnement de la machinerie cellulaire pour fabriquer les éléments dont il a besoin pour se reproduire. Donc, ça, c'est la première étape. Le virus doit rentrer à l'intérieur d'une cellule. Maintenant, deuxième étape. Comment il choisit ces cellules? Comment s'effectue le choix? Et pourquoi on a des virus qui sont sur certains animaux, des virus qui sont sur certains types cellulaires, sur certains organes et compagnie? Eh bien, la réponse est au niveau de l'interaction entre le virus et la cellule. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Ici, nous avons un virus quelconque, ça pourrait être le virus de la grippe, par exemple, et vous voyez que c'est un virus animal. Il est entouré par une membrane. Cette membrane est avec deux couches, une couche bleue, une couche rouge, et vous avez la cellule cible, la cellule qui va subir l'attaque, qui est elle aussi limitée par cette membrane bleue et rouge. Et vous avez le virus qui va se poser sur cette cellule, et s'il y a une interaction entre la spicule et ce que l'on appelle un récepteur sur la cellule, ici on a l'interaction, alors à ce moment-là peut se faire des phénomènes que l'on voit entre les différentes membranes et dont le résultat est l'internalisation, le matériel viral qui va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc vous voyez, le phénomène est complètement dépendant de cette étape d'interaction. Si une cellule ne possède pas le bon récepteur ici, le virus ne peut rien pour elle. Hein. Et bon, ici, ce sont des détails. Dans certains cas, le virus rentre directement depuis la membrane plasmique. Ça, c'est le cas du coronavirus. Dans d'autres cas, comme dans la grippe, il est d'abord internalisé à l'intérieur d'une vésicule, puis ensuite, il sort de la vésicule pour aller dans le cytoplasme, où il va faire son boulot ici. Donc, de toute manière, la toxicité du virus, l'agression du virus doit être cellulaire et dépend uniquement de l'interaction entre des protéines situées à l'extérieur du virus et des protéines situées à l'extérieur de la cellule. Donc, autrement dit, un virus n'est toxique que s'il trouve la serrure dans laquelle il va pouvoir mettre la clé que représente sa protéine de spicule, par exemple. Alors, je vais prendre deux exemples pour illustrer ce point-là. Nous aurons l'occasion, dans le second cours, de parler du virus Ebola, qui en Afrique s'est révélé comme quelque chose d'extrêmement toxique, qui a tué avec
L'infection était 50% de morts quand on était infecté, donc quelque chose d'absolument énorme. Vraisemblablement une origine au niveau de chauve-souris ici, et pendant une longue période, depuis 1976 jusqu'au début des années 2000, on avait des cas d'intoxication par ce virus, mais qui étaient extrêmement limités. C'est cette première partie-là. Et puis, d'un seul coup, entre 2013 et 2016, on a vu le virus évoluer, devenir beaucoup plus toxique. Et à ce moment-là, la spicule bleue a été remplacée par cette spicule rouge ici, et le virus est devenu beaucoup, beaucoup plus toxique. Alors, les chercheurs ont isolé le gène correspondant à cette spicule, le gène correspondant à cette spicule, et ils ont regardé l'arbre généalogique, ils ont vu comment on était passé de l'un à l'autre. Et quand ils ont eu l'ARN correspondant à cette spicule et l'ARN correspondant à cette spicule-là, ils ont regardé quelles étaient les différences, quel était le saut qui permettait de passer du bleu au rouge. Alors, pour ça, ce qu'ils ont fait, alors, ne vous inquiétez pas par les méthodes des biologistes, ils ont fabriqué ce qu'on appelle un pseudo-virus. Vous voyez que dans le laboratoire, on est capable de fabriquer des choses qui ressemblent à des virus. Donc, c'est un pseudo-virus dans la mesure où ça possède comme un virus une membrane lipidique autour, à l'intérieur, donc une capside, et on se débrouille pour que le matériel génétique ne puisse pas être un matériel qui permette la reproduction du virus. Donc ce virus-là, la seule chose qu'il sait faire, c'est reconnaître une cellule et rentrer à l'intérieur d'une cellule. Et donc, on va se débrouiller toujours par des méthodes de biologie, de fixer soit la protéine de reconnaissance initiale du virus, soit la protéine de reconnaissance au moment de la maximum de contagiosité. Donc, on a fabriqué un pseudovirus bleu ou un pseudovirus rouge. Et on a pris des cultures de cellules, soit des cultures de cellules de chauve-souris, soit des cultures de cellules humaines. Et quand on avait le premier virus, celui de 1976, quand on le mettait avec des cultures de cellules de chauve-souris, on voyait l'infection extrêmement facile et extrêmement difficile sur les cellules humaines. Puis, quand le virus s'est adapté, ici, le contraire, c'est-à-dire qu'on avait une mauvaise contagiosité sur les cellules de chauve-souris et une grande contagiosité sur les cellules humaines. Donc, le virus s'est adapté et il a évolué. Il est maintenant toxique pour les cellules humaines. Donc, le virus a ajusté la clé qui lui ouvre la serrure cellulaire. Le virus est capable de faire cet ajustement. Comment le fait-il? Il le fait par mutation. Ce virus-là est un virus à ARN. On a dit qu'à l'intérieur de la cellule, le virus se divise et le virus qui va sortir est un virus qui est souvent un petit peu différent du virus qui est rentré parce que le système qui recopie l'ARN viral fait des erreurs. Donc, on a des erreurs. Ces erreurs s'additionnent avec le temps. Donc, il y a une grande diversité d'erreurs. C'est le hasard qui est là. Et la nécessité, c'est-à-dire trouver la bonne clé pour rentrer dans une cellule humaine, finit par être trouvée. Et à ce moment-là, le virus devient toxique. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. On y reviendra longuement dans le cours numéro 2. Normalement, cette histoire de clés et de serrures fait qu'il y a une spécificité des espèces zoologiques, mais qu'un virus peut être capable de faire le saut d'espèces, de passer d'une espèce à une espèce différente. Alors, un autre exemple de ça, c'est un virus, un parvovirus, qui attaque initialement les chats. Donc, féline parvovirus ici. Et ce virus n'attaquait pas du tout les chiens. Et puis, vers 1978, on a vu apparaître une épidémie chez le chien de parvovirus. Et on l'a appelé canine parvovirus ici. Et on a vu qu'il y avait une grande parenté
entre FPV, celle du chat, et CPV, celle du chien. Et en fait, c'est la même chose. La serrure, c'est une protéine que l'on appelle le récepteur de la transférine. Si on met cette serrure sur une cellule et si c'est la serrure de chat ici et qu'on lui propose une attaque par le virus du chat ou par le virus de chien, à chaque fois, c'est un succès, les virus vont rentrer à l'intérieur. Si maintenant on prend la serrure du chien, qu'on lui présente le chat, le virus ne rentre pas à l'intérieur de la cellule. Par contre, avec le temps, à partir de 1978, on voit différents types de virus de chiens qui peuvent rentrer dans ces cellules. Donc, il s'est fait des modifications du virus pour s'adapter à la nouvelle espèce. Et quand on regarde la différence entre les deux virus, on voit qu'elle est limitée à quelques acides aminés. Il n'a pas fallu grand-chose pour passer d'une espèce chat à une espèce chien. Voilà. Alors, comment se fait l'entrée du coronavirus dans nos cellules, au niveau des cellules de l'épithélium pulmonaire? Alors, les chercheurs ont travaillé très rapidement. Ils ont obtenu, dès le 11 janvier, je vous disais très rapidement, la séquence du coronavirus, 30 000 bases, et puis la séquence en aminés correspondante. Et avec ça, ils ont pu fabriquer la protéine dans le tube à essai des spicules et obtenir sa structure, ce qui est extrêmement important et en général extrêmement difficile. Toujours en s'aidant, bien entendu, de ce qui était déjà obtenu sur le coronavirus numéro 1. Donc ici, voilà le coronavirus. Voilà la spicule qui est ici. On a ici la structure la spicule qui va faire l'entrée à l'intérieur du virus. Et donc, on a sur la membrane de l'épithélium pulmonaire la serrure qui est ici une enzyme qui s'appelle l'angiotensine convertase enzyme 2, qui est ici présent sur cette membrane-là. Et donc, avec un certain nombre de modifications, on va avoir l'entrée, le contact entre cette protéine du virus et la protéine située sur la membrane pulmonaire qui va conduire à l'entrée à l'intérieur de la cellule. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont connus au détail près, mais par rapport au CoV1, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été modifiés qui rendent la contagiosité plus forte, l'interaction exactement plus forte. Un peu comme ce que l'on a vu chez l'Ebola ou chez le parvovirus entre le chien et le chat. Donc, il y a des différences qui sont produites. Alors, je ne dis pas que le coronavirus 2 dérive directement du coronavirus 1, nous verrons ça plus tard, mais disons que le mécanisme est similaire dans ses grandes lignes et plus adapté dans le cas du coronavirus 2, ce qui déclenche une contagiosité plus grande. Donc, le fait que la cible située sur ces cellules soit l'ACE, l'angiotensine converting enzyme, est quelque chose qui est important parce que cette protéine participe à la régulation de la pression sanguine et donc elle doit être présente sur de nombreux organes à l'intérieur du corps humain. Et cela explique que le virus, quand il se balade à l'intérieur du corps humain, quand il retombe sur cette protéine ACE2, eh bien, à chaque fois, il est capable de rentrer et donc il est capable d'attaquer autre chose que l'épithélium pulmonaire. Il est capable d'attaquer les reins, le rhinopharynx d'abord, c'est-à-dire les voies respiratoires supérieures, les reins, les intestins, le cerveau, le cœur. Donc, c'est pour ça que l'on a énormément de complications qui ont compliqué la tâche des médecins. Il y a aussi d'autres problèmes sur lesquels je n'insisterai pas. Mais donc, le fait que
la serrure se trouve sur différents types cellulaires, sur différents organes, entraîne des attaques par le virus de ces différents organes et la complexité, la gravité de l'attaque par le virus. Voilà. Alors maintenant, donc le virus est à l'intérieur de nos cellules. Maintenant, il faut qu'il se reforme pour reformer du virus et aller se balader un peu plus loin. Alors là, je reviens sur ce que l'on appelle le dogme de la biologie moléculaire, que j'ai déjà pas mal expliqué. On a dans chaque cellule cet ADN qui porte le matériel génétique. Quand une cellule se divise, l'ADN se divise, on a cette enzyme qui permet d'avoir le même équipement dans toutes nos cellules. Toutes nos cellules sont équipées de la même manière, hein, que ce soit un neurone du cerveau ou une cellule du cœur, on a le même matériel génétique. Donc, il faut trier dans cette information. Le tri s'effectue au niveau de l'ARN. On a la lecture que d'une petite partie de cet ADN par l'ARN polymérase qui va passer dans le cytoplasme, qui va être traduite au niveau des ribosomes en protéines, et on va voir cette protéine qui va sortir ici. Donc, on a un ARN messager qui va faire le travail à l'intérieur du cytoplasme, qui va être ce qu'il va y avoir de différent dans chacune de nos cellules. C'est le ARN messager qui va être traduit à ce moment-là. Et donc, dans le cas des virus et de notre agresseur, l'ARN viral, et quand il va rentrer par le processus que je viens de définir, à ce moment-là, il est utilisé directement comme ARN messager et capable d'être lu directement par les ribosomes. C'est ce que vous voyez ici dans cette première partie de ce transparent. Vous avez ici lecture directe. L'ARN rentre et il est ARN messager, il est lu directement. Donc, c'est ce que l'on appelle un virus ARN à brin positif. C'est-à-dire que l'ARN du virus a la capacité d'être un ARN messager. Ça s'oppose à d'autres virus dans lesquels l'ARN doit être lu par une première ARN polymérase qui a une lecture complémentaire, et c'est le brin complémentaire qui est le brin négatif qui va être utilisé comme ARN messager. Donc ça, c'est pas important. Ici, l'ARN est un ARN messager qui est directement lu, et la lecture de cet ARN donne ce qu'on appelle une polyprotéine, c'est-à-dire quelque chose qui est très grand, qui contient plusieurs structures de protéines, et donc parmi les enzymes que le virus fabrique tout de suite, c'est une enzyme qui va découper pour former les parties actives dont il a besoin à partir de cette protéine, de cet enchaînement qui est long. Et par exemple, les protéines de la capside vont être fabriquées ici, les protéines de la spicule vont être fabriquées ici, à ce stade-là. Et en particulier, certaines de ces protéines vont s'associer pour faire une ARN polymérase, quelque chose qui va faire une ARN dépendante, c'est-à-dire en utilisant la séquence de cet ARN messager initial. Donc, on va fabriquer en série de l'ARN ici, brin plus, qui sera l'ARN que l'on aura à l'intérieur des virus descendants de ce premier virus agresseur. Et comme je l'ai dit précédemment, tous ces éléments possèdent la faculté d'auto-assemblage, c'est-à-dire que l'ARN va se rembobiner, les protéines vont s'assembler et on va fabriquer un nouveau virus qui va pouvoir sortir d'une nouvelle particule virale qui va sortir de la cellule, laquelle va en sortir un grand nombre. Donc, vous voyez, ça, c'est la manière générale dont travaillent les virus, et je vous ai pris le cas particulier de notre agresseur, le coronavirus 2. La manière dont il procède, c'est une manière classique pour un virus de fabriquer de la descendance à partir de la cellule qu'il a infectée. Alors, quelques particularités de ce virus. C'est un virus à simple point ARN enveloppé, dont on a parlé tout à l'heure, à polarité positive, c'est-à-dire que son ARN
est un ARN messager directement lu. Son ARN est parmi les plus gros, il a 30 000 paires de bases. Nous verrons dans une minute que le virus du sida n'a que 9 000 bases. Il possède, alors ça c'est quelque chose qui est important, un système de correction des erreurs. J'ai dit tout à l'heure que l'adaptation se fait par des mutations qui sont des erreurs dans la lecture, dans la recopie de l'ARN, et dans le coronavirus, on a moins de variations que par exemple dans le virus du sida, ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire qu'il y a moins de variabilité et que si on décide de faire un vaccin, il y a plus de chances que le vaccin soit utile sur les différentes versions que va nous proposer le virus. Donc, il va faire de 25 à 29 protéines et le sida ne comporte que 8 protéines. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez compliqué. L'ensemble de ces données est obtenu dans un temps record et la connaissance des structures tridimensionnelles à l'échelle atomique de chacun des composants, la spicule, la protéase, l'ARN polyméral, permet le développement de la recherche d'agents thérapeutiques. Donc, ça répond à la question que vous me posez tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des choses générales pour les virus? Eh bien, il faut qu'on ait d'abord ces informations de structure des différents composants pour essayer de trouver des molécules qui vont bloquer le fonctionnement de la spicule, de la protéase ou de l'ARN polyméral pour se lancer dans la thérapeutique. Alors, voilà, là, je vais faire un deuxième break et je vous laisse le temps de respirer et de me poser des questions sur notre agresseur, la manière dont le coronavirus a procédé pour pouvoir nous agresser. Donc, je quitte mon PowerPoint et je réapparais ici, prêt à vous poser des questions, si vous en avez, concernant donc le fonctionnement de ce coronavirus, la manière dont il nous agresse, la manière dont les virus nous agressent. Moi, j'ai une petite question, Jean-Pierre, sur l'histoire des visons. C'est-à-dire, on constate, si j'ai bien compris, il y a une mutation chez les visons qui est déjà passée à l'homme. C'est bien ça? Alors, non, on y a été un peu fort dans l'histoire des visons. Hein. Donc, il est extrêmement important pour pouvoir donc, travailler sur le virus et trouver des thérapeutiques, de trouver des modèles animaux. Les modèles animaux vont être des bêtes qui possèdent quelque chose qui est suffisamment proche de notre ACE2 pour pouvoir être sensible au virus. Hein. Et donc, ces animaux vont attraper la maladie et ensuite, on va essayer de traiter ces animaux avant de traiter les humains. Hein. Donc, des fois, on donne un coup de pouce aux animaux pour les rendre sensibles au virus, mais par exemple, les singes sont sensibles, les chats sont sensibles et les visons sont sensibles. Les furets sont sensibles. Et donc, des choses qui sont utilisées en laboratoire pour pouvoir développer des thérapeutiques. Donc, les visons sont sensibles et je ne le savais pas, mais il semble qu'il y a encore des millions de visons qui sont en élevage dans certains pays nordiques, la Hollande, les pays nordiques et aussi en Espagne, je crois. Hein. Et donc, ces visons attrapent la maladie. Ils attrapent la maladie et, comme nous, le virus se modifie à l'intérieur de ces animaux et on voit apparaître certaines formes donc, qui sont chez le vison et donc les scientifiques ont eu peur que cette nouvelle forme du virus donc repasse à l'homme et que une fois repassée à l'homme, elle ne soit pas une cible pour les vaccins qui sont en développement. Et donc, on a décidé la suppression de millions de visons sur cette hypothèse. Voilà. Pourquoi dis-tu qu'on y est allé un peu fort? Pour le moment, il n'est pas prouvé
qu'on en est au premier virus qui arrive et on ne sait pas comment les vaccins qui sont en développement actuellement et dont je parlerai dans le troisième cours réagissent par rapport à la mutation vison. C'est une précaution. Monsieur Henry, bonjour. André Salmon, j'aurais voulu vous poser une question. Je vous en prie. En 2010, dans le cours, coronavirus a été considéré comme étant un virus d'animal ou d'animaux. Donc, on ne l'a pas du tout étudié. Je vous remercie tout ce que vous avez dit, ça m'intéresse énormément. Mais je voulais savoir à quel moment est-on passé de l'animal à l'homme? Est-ce vraiment récent au niveau du chinois en octobre dernier? Alors, ça sera justement le cours numéro 2. D'accord. C'est-à-dire que là, je vous ai montré qu'il y a des spécificités d'espèces animales. C'est-à-dire que, donc je vais déflorer mon prochain cours, ça, je suis catastrophé par ça, c'est le fait que, en fait, que certains virus vivent très bien en collaboration, disons, avec certains types d'animaux. Et puis, quand ils vont passer chez l'homme, l'homme ne connaît pas ces virus-là. Et là, ça devient extrêmement grave. C'est ce qui s'est produit pour la plupart de ces virus. Et je vais vous montrer un autre livre que j'ai lu avec... je vois que c'est inversé. Je ne sais pas comment il faut faire. Ce livre s'appelle Le Grand Saut. C'est un livre quand même de 500 pages qui fait le tour de tous les cas où on a des virus qui ont effectué ce saut d'une espèce vers l'homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle les zoonoses, et c'est ce que je traiterai dans le prochain cours. Donc, je ne réponds que partiellement à votre question. J'essaye de maintenir quand même un peu de suspense. Ok, je vous en remercie. J'en profite malheureusement pour vous dire que je vais devoir vous quitter parce que j'ai un rendez-vous dans un hôpital. Mais je vous remercie déjà de tout ce que vous avez dit là et ça m'a apporté un complément d'information non négligeable. Je vous en prie. Merci. Au revoir, messieurs, et au revoir à tous. Au revoir. À la semaine prochaine. Oui. Bon, on va peut-être reprendre Une question, Monsieur Henry. Oui. Ça signifie que c'est dans le cours numéro 2 que, par exemple, on pourrait vous poser la question sur qu'est-ce qui a provoqué soudainement l'explosion de cette pandémie en Chine il y a 1 an ou 2, enfin, à son démarrage. Quel est le phénomène qui a soudainement fait exploser cette pandémie? Exactement. Je ne répondrai pas à cette question. Pas aujourd'hui? D'accord, merci. Parce qu'elle est très importante et que je Oui. prendrai un cours entier pour essayer d'y répondre. Merci. Gérard Ferré, j'ai une question à vous poser. On présente toujours les virus avec une chaîne ARN ou une chaîne ADN, mais il y a aussi des outils à l'intérieur de ces virus. Je n'ai pas compris. On présente toujours les virus avec une chaîne ARN ou une chaîne ADN à l'intérieur. Oui. Il y a aussi des outils qui sont inclus dans le virus. Je prends l'exemple, si certains virus pénètrent dans une cellule avec une chaîne ARN, souvent, ils vont être changés en une chaîne ADN, même dupliqués en une double chaîne hélice, et puis rentrer dans le noyau. Alors, pilote aussi le noyau. Merci beaucoup de votre question. Ça va être la troisième partie de ce que je vais présenter en parlant du virus du sida qui correspond tout à fait au schéma que vous êtes en train de décrire. Merci. On y va? Oui. Courage. C'est la troisième et dernière partie. Donc, reprenons. Voilà. Donc, je vais effectivement dire quelques mots, sortir du coronavirus pour toujours vous montrer l'étendue de ce monde des virus. Et donc, dans le cas du sida, que voilà, c'est un virus, on a mis un petit peu plus de temps pour l'isoler, on parlera de ça dans le cours prochain,
C'est ce qu'on appelle un rétrovirus enveloppé. Il a une membrane lipidique autour, comme ce que nous avons vu. Et la découverte et la caractérisation de ce virus a valu le prix Nobel à Montagnier et Barré-Sinoussi, des chercheurs de l'Institut Pasteur. Donc, c'est un virus enveloppé. Ici, on a la capside et on a à l'intérieur un ARN. En fait, il y a deux copies de l'ARN, qui est un ARN beaucoup plus petit que ce qu'on a vu, puisqu'il fait exactement 9182 bases contre 30 000 dans le coronavirus. Et surtout, et ça correspond à la question que vous me posiez à l'instant, il va rentrer à l'intérieur de la cellule avec un certain nombre de protéines qu'il a gardées, qu'il a fabriquées pour envahir sa victime. Ces protéines sont ici ces protéines dont je vais dire quelques mots à l'instant. Transcriptase réverse, intégrase et protéase. Et donc, la spécificité est due, encore une fois, à cette protéine de spicule qui va être située ici sur l'extérieur et qui va reconnaître un récepteur. Ce récepteur ici, c'est ce que l'on appelle les CD4, c'est-à-dire ce sont des molécules qui sont présentes, là c'est la grosse difficulté, sur les cellules du système immunitaire et en particulier sur ce qu'on appelle les lymphocytes, dont nous aurons à parler dans le troisième cours quand on va parler un peu de la vaccination. Donc, le virus va reconnaître des cellules du système immunitaire. Alors, la stratégie du virus est totalement différente de celle du coronavirus. Dans le coronavirus, on a vu que l'on avait un ARN qui était un ARN messager, en quelque sorte, qui rentre dans la cellule, il est transformé en un ARN négatif ici, puis revenu à l'ARN positif, et cet ARN positif est capable de donner des protéines, et l'ensemble, ça plus ça, donne le virus ici. Dans le cas du sida, quand l'ARN rentre à l'intérieur de la cellule, la première chose qui se passe sont les enzymes d'Hiro qui vont le transformer en un ADN ici, un ADN double brin qui va soit être lu sous forme d'un ARN messager ici, ou bien redonner l'ARN positif pour reformer le virus à la sortie. Donc, on voit que on passe par un stade ADN et, plus important encore, cet ADN va être intégré à l'intérieur du noyau parmi l'ADN cellulaire. Alors, je vais vous présenter une animation qui va vous fixer les choses parce que là, j'ai été très rapide. Alors, voilà. Donc ici, voilà le virus. Alors, voilà le virus ici avec sa... Voilà. Alors, donc, le virus trouve un récepteur sur cette cellule qui s'appelle un macrophage, qui est une cellule de la lignée immunologique, et avec ces récepteurs, il va se produire le phénomène d'internalisation que nous avons déjà vu. Le virus arrive à l'intérieur, donc avec son ARN qui est la partie verte, et la partie verte va être transformée en ADN par cette enzyme qui est la transcriptase réverse, qui fait une copie du brin, et on va avoir un ADN à double brin qui va devenir cyclique ici. Donc ça, c'est l'ADN viral. Maintenant, c'est de l'ADN double hélice. Il va à l'intérieur du noyau, il va trouver l'ADN cellulaire, il va se mettre dans l'ADN cellulaire, il pourra là aussi former un RNA messager. Ce RNA messager, à l'extérieur, pourra être lu et donner les différentes protéines du virus qui vont s'assembler, et tant qu'on est dans le macrophage, le tout va s'assembler, donner une particule virale qui va sortir, et le macrophage n'en souffre pas. C'est ça qui est important. Seulement, il arrive aussi que le virus contamine un autre type cellulaire, qui sont donc des cellules lymphocytaires.
lymphocyte T, ce que l'on va voir là, et quand il infecte ces cellules-là, alors là, le schéma est différent, dans la mesure où il rentre, il va faire la même chose que précédemment, mais cette fois-ci, quand il sort, il va abîmer la membrane du lymphocyte qui va être tué. Autrement dit, on va avoir une perte des lymphocytes, on va avoir une perte de la défense immunitaire, et d'un seul coup, ces cellules deviennent incapables de se défendre contre n'importe quelle infection. Donc, une infection qui se produit à ce moment-là va conduire à la mort. Donc, le virus du sida est un rétrovirus, c'est-à-dire que par rétro, on veut dire qu'il va passer d'un ARN à un ADN, contrairement à ce qui se fait dans une cellule. L'ADN est intégré dans l'ADN cellulaire, donc ce stade peut durer des années sans problème. Et toutefois, quand le virus pénètre dans un lymphocyte T, il va supprimer l'immunologie cellulaire et la mort survient alors par infection opportune. Donc, on n'a pas réussi à trouver de vaccination efficace, et c'est ce que je disais à l'instant. Pour essayer de soigner les malades, on va trouver des médicaments qui vont cibler la transcriptase inverse, l'enzyme qui va transformer l'ARN en ADN, la protéase qui va découper dans les différentes protéines qui vont être synthétisées les protéines actives, la fusion des membranes, c'est-à-dire à l'entrée, et l'intégrase qui permet à l'ADN du virus de s'intégrer dans l'ADN cellulaire. Donc, à chaque fois, il faut faire une étude, trouver des molécules, et ce qu'on appelle trithérapie, c'est viser différentes cibles à la fois, 3 cibles à la fois, pour avoir quelque chose qui est suffisamment efficace. Donc, voilà un virus différent, qui est un virus à ARN enveloppé, mais qui a une stratégie différente, cette stratégie de rétrovirus, avec son incorporation dans l'ADN cellulaire. Et la surprise, c'est que si le virus du sida fait beaucoup de dégâts, nous avons d'autres rétrovirus qui vivent chez nous sans nous avertir, sans dégâts. Voilà un virus infectieux qui est un rétrovirus qui va nous infecter, qui va pouvoir relâcher des particules virales, infecter d'autres de nos contemporains, et s'il affecte des cellules de la lignée germinale, alors il passe dans la descendance, et on a un virus qui devient un composant de notre matériel génétique pour les générations à venir. On a ce qu'on appelle une transmission verticale. Alors, je vais très rapidement là-dedans. Simplement, on est capable de repérer dans l'ADN de nos cellules certaines de ces séquences de rétrovirus. Donc, ce sont des virus qui vont se déplacer pour certains, mais aussi qui se sont déplacés un certain nombre de fois, et par mutation, ils sont incapables de rien faire, ils sont présents dans notre ADN, et il s'agit de véritables virus fossiles. Donc, dans notre génome humain, sur nos 3 milliards de paires de bases, il faut savoir que seulement 1 à 2% seulement correspondent à des gènes, quelque chose d'à peu près surprenant. Les gènes, les protéines, j'ai dit un gène, une protéine, eh bien, ça n'est qu'une très faible partie de notre matériel génétique. Une partie importante correspond à des séquences de régulation de l'expression des gènes. Réfléchissez une minute que la chenille et le papillon ont strictement les mêmes gènes et que pourtant on a des formes vivantes qui sont complètement différentes. Tout ça, c'est réglé par des séquences régulatrices, par des parties de l'ADN qui vont faire qu'on exprime telle ou telle partie du génome qui va correspondre à l'apparition de telle ou telle forme de la chenille ou du papillon. Donc, beaucoup d'enzymes de régulation, mais quand même, 40% des séquences qui sont dans notre ADN sont capables de se déplacer par des mécanismes dont 9% correspondent à ces rétrotransposons qui correspondent à des ERV, endogénous rétrovirus. Donc, nous sommes bourrés de rétrovirus qui, pour la plupart,
nous fichent la paix, mais sont des choses qui vont participer à la dynamique de notre génome, à l'apparition, à l'adaptation de notre génome à différents types de conditions. Alors, je vais finir donc sur quelque chose que je vous ai laissé entrevoir, que les virus participent à la thérapie génique. Les virus peuvent être des outils précieux pour les médecins et pour les biologistes. J'ai parlé des bactériophages, et j'ai parlé de Félix Dérel à l'Institut Pasteur, et donc il s'est aperçu rapidement que s'il cultivait, par exemple, la bactérie du choléra, de temps en temps, il avait des cultures qui, au lieu d'être troubles, devenaient parfaitement claires. Elles devenaient claires parce que sa culture avait été envahie par des phages qui avaient tué toutes les bactéries du choléra. Donc, il a pris des liquides correspondant, après avoir fait donc, la filtration, des liquides qui correspondaient aux phages correspondant à ces phages qui étaient des agresseurs des bactéries du choléra, et il en a fait des dilutions et les a donnés à boire à des personnes qui étaient atteintes du choléra, et il a obtenu un certain nombre de succès dans cette histoire. Et il y a eu un certain développement à une certaine période, jusqu'au moment où on a découvert les antibiotiques, et on a préféré prendre les antibiotiques plutôt que ces liquides plus ou moins caractérisés à l'époque. Et il faut dire, pour être honnête, que les antibiotiques se sont développés plus lentement de l'autre côté du rideau de fer, et qu'on a beaucoup utilisé ces solutions de phages. Ici, l'étiquette que vous voyez, Biobacteriophagum liquidum, c'est quelque chose que l'on trouve encore en Géorgie, par exemple, pour un certain traitement d'infections bactériennes. Donc, du côté ouest, on a appelé ça les traitements soviétiques, et c'est tombé en désuétude pendant longtemps. La deuxième chose que je voudrais vous donner, c'est la thérapie génique. Dans un certain nombre de cas, on observe des pathologies qui sont dues à des gènes qui sont défaillants. Donc, à ce moment-là, se pose la question de faire un gène médicament qui puisse pallier à ce défaut d'origine génétique. Et à ce moment-là, il faut isoler le gène en question et le mettre dans les bonnes cellules de manière stable pour qu'il puisse remplacer le gène déficient. Donc, la stratégie va être d'utiliser des virus dans lesquels on va inclure cet ADN médicament, et ensuite on va les faire insérer à l'endroit où le gène, le manque de gène est la cause du trouble. Alors, on a deux techniques. La première, c'est l'injection directe, c'est-à-dire que voilà le gène qui est fabriqué ici, il est mis dans un virus ici, et on injecte directement à l'endroit où on veut faire le traitement. L'autre manière de traiter la question, c'est de prélever des cellules souches. Alors, qu'est-ce que c'est que les cellules souches? Eh bien, au départ, dans un embryon, on a des cellules qui vont donner toutes les cellules, les 200 types cellulaires différents, et on a donc ensuite, au cours de la différenciation, un certain nombre de cellules qui restent des cellules souches. Par exemple, on a dans les cellules sanguines différents types cellulaires, dont tous les types qu'on appelle les lymphocytes, qui vont être responsables de l'immunologie, et ces cellules souches sont prélevées au niveau de la moelle osseuse. Donc, on peut prélever de la moelle osseuse et essayer de transformer la moelle osseuse, donc cultiver les cellules souches correspondantes et essayer de traiter ces cellules souches pour leur ajouter le gène médicament. Alors là, vous voyez une personne qui est un ami, c'est le professeur Alain Fischer, qui a traité les enfants bulles. Les enfants bulles sont justement des enfants qui ont ce type de trouble. Ils ont une pathologie telle qu'il leur manque un gène qui participe au développement de leur système immunitaire. Et donc, en l'absence de ce gène, ces enfants sont obligés
d'être conservés ici dans une bulle qui est une ambiance stérile. Ils peuvent absolument sortir de cette bulle, car s'ils sortent de cette bulle, ils sont attaqués par n'importe lequel des virus que nous avons envisagés ou des bactéries que nous avons envisagées qui deviennent toxiques, qui n'ont plus de défense immunitaire. Et ce qu'a fait Alain Fischer, donc, c'est prélever dans la cuisse de ces enfants, dans la moelle du fémur, des cellules souches. Voilà les cellules souches. Ils ont préparé des virus qui contiennent le gène manquant. Le gène manquant les virus ont infecté les cellules que l'on voit ici, et les cellules souches traitées ont été réinjectées chez ces enfants. Et alors qu'il manque, ce que l'on voit ici, un certain nombre de cellules lymphocytaires, ces cellules apparaissent ici après traitement, et le bébé va pouvoir sortir de sa bulle. Donc c'est quelque chose qui a été le premier traitement dans lequel on a eu des effets positifs des traitements des enfants bulles. Malheureusement, il y a eu un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que le gène a pu se mettre un peu n'importe où et que ça a pu produire des cancers que, heureusement, on a pu traiter dans la majeure partie des cas. Donc, c'est toujours en traitement pour pouvoir le faire avec plus de sécurité, les traitements de ce type de maladie. Voilà, donc j'ai fini pour le cours d'aujourd'hui. Ce que je voulais montrer, c'est que le monde des virus est un monde immense par sa diversité et par son abondance. On ne sait toujours pas le placer exactement dans l'arbre évolutif. Ça a vraisemblablement une origine très ancienne. Ce sont peut-être quelque chose qui a précédé l'apparition des formes de vie. Et ce sont des parasites absolus, incapables d'une vie autonome, qui n'ont qu'une clé correspondant à qu'un type cellulaire. Et leur évolution n'est conditionnée que par une règle, le succès de leur multiplication, qu'ils peuvent obtenir par un système de différentes mutations qui leur permet de trouver la serrure qui leur convient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et dans le prochain cours, la semaine prochaine, je traiterai de la naissance des pandémies virales. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et si vous avez encore des questions, je suis prêt à essayer d'y répondre. Alors, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Je vous laisse sans voix. Donc, si vous voulez, dans cette troisième partie, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer que le coronavirus nous attaque par une stratégie qui lui est propre, mais qu'il existe de multiples stratégies, y compris celle des rétrovirus, qui ont la particularité de se mettre dans notre ADN cellulaire, de vivre avec nous et avec des conséquences malheureuses dans ce cas-là, mais qu'il y a aussi de nombreux rétrovirus humains qui sont dans notre ADN et qui sont pour certains incapables de bouger, pour d'autres qui bougent et qui participent à la dynamique de notre génome. Notre génome n'est pas quelque chose qui est fixe. Nous avons aussi nos mutations, et nos mutations nous permettent de nous adapter à l'environnement, notre environnement lorsqu'il change. Voilà, alors si vous avez des questions que vous voulez me poser et que vous n'avez pas osé me poser, vous avez mon adresse mail jpierre.henry@orange.fr et je m'efforcerai de répondre à toutes les questions que vous voudriez me poser. Alors, j'ai une question là. Je crois que les phages sont utilisées maintenant pour améliorer le microbiote. Alors, disons que pas tellement en routine, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel les gens pensent. Si vous voulez l'histoire, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, provient de ce que, à chaque fois qu'on donne des doses antibiotiques,
fait des dégâts au niveau de notre microbiote. Donc, évidemment, il y a les questions d'urgence qui forcent à utiliser des antibiotiques. Et le microbiote est quelque chose qui est important. Le microbiote participe à notre santé générale et en particulier, il y a des échanges entre le microbiote et un certain nombre de nos organes, y compris le cerveau d'ailleurs. Et donc, on essaye de jouer avec le microbiote, peut-être en particulier en utilisant les phages. C'est exact. Il y avait une question de Gérard Ferrer avant, je crois, hein, qui est sait-on si les cancers sont dus à des virus? Ah, oui. Effectivement, certains virus sont des promoteurs de cancer. Ils produisent des cancers. Hein. Donc là, on passe sur autre chose. On n'est plus sur les maladies infectieuses. On est sur la cancérologie. Donc, les cancers sont des proliférations de cellules qui se dédifférencient. Et donc, certains virus, en particulier en s'insérant au niveau de notre ADN cellulaire, produisent des irrégularités dans le fonctionnement de la division cellulaire, et ce sont des causes de cancer. Donc, le cancer, c'est des dérégulations des divisions cellulaires, et les virus peuvent induire de telles différenciations. J'en ai parlé, par exemple, je viens d'en parler avec Alain Fischer et les modifications qu'ont produit les virus qu'il a voulu insérer pour traiter un certain nombre de pathologies. Voilà. Merci. On peut peut-être conclure alors, Jean-Pierre. Merci. Pour moi, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai donné quelques éléments utiles pour la suite, et je vous remercie de l'attention. C'est bien, il n'y a pas de bruit pendant que je peux m'exprimer. Je n'ai pas à m'inquiéter des mauvais élèves, et donc j'espère avoir quand même quelques retours pour pouvoir avoir le sentiment de ne pas être vox clamans in deserto, comme disait mon professeur de lettres.